En juin 1958, 2 mois après que j'ai été rossé par l'adjudant, le capitaine décida de m'emmener en opération. J'étais en effet presque guéri. La première sortie se passa bien. Nous partîmes le matin vers 5 heures en camion. Après 2 heures de route, nous arrivâmes à proximité d'un douar que d'autres unités avaient encerclé pendant la nuit et bouclé. Notre rôle était de la ratisser et de fouiller toutes les mechtas, nom arabe désignant la maison d'un paysan. Le capitaine me dit de rester constamment auprès de lui. Je lui portais un petit poste de radio, en plus de son sac contenant ma ration et la sienne. Je n'avais pas d'armes. Devant nous, tout était calme. Nous entendions tirer au loin. Les civils, lorsqu'ils nous voyaient arriver, s'enfuyaient. Ils rencontraient alors les unités en bouclage qui tiraient pour les arrêter. Les tirailleurs pillaient les mechtas. Lors d'interrogatoires oraux, je ne vis que donner quelques coups de poing et de grosses, rien de plus. Aucune présence de fel ne fut constatée. À 20 heures, nous étions rentrés. Au cours de la journée, nous avions parcouru à peine 10 kilomètres. J'étais le seul prisonnier à avoir participé à cette sortie. Les autres ne venaient que lorsqu'il y avait du matériel lourd à transporter. Ce genre de sortie se répéta pendant 4 jours consécutifs, en des endroits différents. Au cours de ces premières sorties, je n'avais pas eu à souffrir physiquement de la marche, ni du port du sac. Et je n'avais vu que des actes sans gravité. La 5e sortie allait être tout à fait différente. Nous restâmes d'abord les 2 jours sans quitter la caserne. Les tirailleurs travaillaient très peu, nettoyaient leurs armes, le cantonnement ou épluchaient les pommes de terre. Dans la chambre, en écoutant ceux qui parlaient l'arabe, j'entendais dire qu'une grande opération se préparait. Rien n'était annoncé, mais tout le monde savait qu'1 ou 2 jours de repos précédaient et annonçaient toujours une opération dure. Le 2e jour, ceci se confirma. Les tirailleurs reçurent l'ordre d'embarquer des vivres et des munitions pour plusieurs jours. Puis le soir, à l'appel, le sous-officier de semaine transmit, comme chaque soir, les ordres pour le lendemain et annonça l'opération. Réveil à minuit, départ à 1 heure, prise du couchage. J'allais voir Daniel au mess. Le capitaine m'aperçut et me dit que je l'accompagnerais le lendemain et que cela risquait d'être dur, mais que, quand je serais fatigué, des prisonniers porteraient mon sac. Il voulait que je vienne, essentiellement parce que je lisais l'arabe littéraire et qu'ainsi, s'il en trouvait des documents, je les traduirais. Les documents du FLN étaient en effet toujours écrits en arabe littéraire, et si dans la compagnie 4 ou 5 personnes lisaient l'arabe coranique, j'étais le seul à lire l'arabe littéraire. Daniel avait entendu les gradés parler de cette sortie et dire qu'elle serait extrêmement dure. Il me dit de demander à rester au quartier ou de faire semblant d'être malade afin de ne pas sortir. Mais je ne craignais pas de souffrir physiquement et j'avais envie d'assister à cette opération importante. À 1 heure, nous embarquâmes dans les camions. Une autochenille ouvrait la route au convoi. Une autre la fermait. Entre elles, il y avait 6 GMC et la Jeep du capitaine.
Nous allâmes au village où était stationné le PC du bataillon. Là, les 4 compagnies du bataillon formèrent un convoi commun et se mirent en route. Nous roulâmes 1h30. Arrivés au pied d'une montagne, les compagnies débarquèrent, espacées les unes des autres de 2 ou 3 kilomètres. Aussitôt débarqués, les sacs chargés, ma compagnie se mit en route, en colonne par un, en direction du sommet de la montagne. Le capitaine, précédé de 2 éclaireurs, marchait en tête, car le terrain était très difficile. Il y avait de fortes chances de se perdre. Alors qu'en débarquant du camion, je trouvais l'air de la montagne très vif. Quelques minutes après le début de la marche, j'étais trempé de sueur. La montée était si raide que je me demandais si je pourrais tenir. Je serrais les dents, marchant juste derrière le capitaine. Il s'arrêtait heureusement de temps en temps pour faire le point sur la carte, ce qui me permettait de souffler. À chaque fois que la marche reprenait, j'étais comme asphyxié. Mon sac me pesait sur les épaules. J'étais chaussé de patogas qui me protégeaient mal des pierrailles du sentier où nous avancions, et je souffrais beaucoup des pieds. Je suivais avec beaucoup de peine. Le jour commençait juste à se lever quand nous atteignîmes le sommet de la montagne. Le capitaine nous donna 20 minutes de pause. Nous avions marché plus de 3 heures. J'enlevai ma chemise qui était trempée de sueur, remis ma veste de treillis et m'allongeai sur le sol. Au signal du départ, je fus incapable de me relever. Je me mis à vomir, ma tête tournait. Je ne pouvais plus tenir debout. Un prisonnier se chargea de mon sac. 2 soldats me prirent sous les épaules et me traînèrent ainsi. Comme assommé, je n'étais qu'à demi conscient de ce qui a m'arriver. Nous avancions cependant le long d'une crête. Au bout d'environ 1 kilomètre, la compagnie reçut l'ordre de s'arrêter, car des fêles venaient d'être signalés dans le secteur. Nous attendîmes sur place un moment. Soudain, tout un ensemble d'armes se mit à tirer, à environ 800 mètres de nous. À notre droite s'étirait un vallon au fond duquel étaient dispersés des mechtas. C'est sur la crête qui le dominait face à la nôtre qu'une compagnie avait accroché les fêles. Ceci était autour d'un piton situé à peu près au contrebas, sur le versant qui nous faisait face. Nous étions bien placés pour encercler le vallon et le boucler. Aussi, nous restâmes sur place. Il commençait à faire bien jour lorsque 4 avions arrivèrent, 2 P-28 et 2 T-6. Après un tour de reconnaissance, ils revinrent par derrière lâcher leurs bombes et leurs roquettes et repassèrent tour à tour. À chaque passage, les T-6 larguaient 2 roquettes et les P-28 2 bombes. Si les T-6 larguaient au-dessus de nos têtes, les P-28 plus rapides larguaient bien avant de passer au-dessus de nous. On voyait les bombes descendre, nous survoler et nous dépasser avant d'atteindre le versant opposé. Cela me fit très peur au début. 2 énormes boules de feu apparaissaient lorsqu'elles explosaient. Toute la végétation autour s'enflammait. Le bombardement dura toute la matinée. Dès que les avions étaient à court de bombes, 4 autres venaient aussitôt les relayer. De temps en temps, des roquettes tombaient sur les mechtas du vallon. Vers 11 heures, le tir des fêles cessa presque. Et peu après, le bombardement s'arrêta aussi. On croyait les fêles hors de combat. Les 2 compagnies qui étaient à leur contact reçurent l'ordre de donner l'assaut. Dès que les tirailleurs s'apprêtèrent à se mettre en mouvement, ils se heurtèrent à un feu encore plus violent que celui du matin et ne purent que s'immobiliser.
Entre midi et 2 heures, plusieurs pièces d'artillerie lourdes de 155 tirant de la plaine pillonnèrent les fels. Le sol vibrait sous nos corps à chaque explosion, alors que nous étions de l'autre côté du vallon. La peur que me donnait tout cela me faisait oublier le coup de fatigue que j'avais eu pendant la nuit. Vers 14 heures, notre compagnie reçut l'ordre de se porter au plus près de l'ennemi, en descendant au fond du vallon, là où étaient les mechtas. Lorsque nous arrivâmes à mi-pente, un tir très violent nous arrêta sur place. Des fels que nous n'avions pas vus étaient cachés dans le bas de notre versant, en deçà des mechtas. Nous étions immobilisés à une centaine de mètres pour que les avions et l'artillerie puissent les bombarder sans nous atteindre. Les tirailleurs tiraient sur toute personne qui apparaissait. Entre les rochers, j'aperçus à plusieurs reprises des fels arrachant leurs vêtements en flammes et courant nus vers un autre abri. Les civils restaient terrés dans leurs maisons. Quand une bombe incendiait une habitation, je voyais les gosses, les femmes et les vieux sortir précipitamment terrorisés. Nous passâmes tout l'après-midi allongés au sol, surveillant l'ennemi. Si l'un de nous se déplaçait, aussitôt les balles lui sifflaient aux oreilles.